L'action en justice, on entend souvent ce terme. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, au fond? Eh bien, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un concept clé du droit français et on va le décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, posons-nous une question qui a l'air toute simple. Si on a un droit, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on peut aller devant un juge pour le défendre? On pourrait penser que oui, mais la réalité juridique est bien plus subtile que ça. Voici le programme. On va d'abord voir le lien historique entre droit et action, puis on se penchera sur les théories qui font débat aujourd'hui, ensuite on verra les caractéristiques concrètes de l'action, et pour finir, les grandes manières de les classer. Allez, on attaque la première partie. On va revenir sur cette idée longtemps admise d'un lien quasi fusionnel entre le fait d'avoir un droit et le pouvoir de l'activer en justice. Au XIXe siècle, la vision était assez directe, pour ne pas dire simpliste. Un grand juriste, De Molombe, l'a résumé avec une formule célèbre. L'action, c'est le droit mis en mouvement. C'était clair, net et précis. L'action n'était vue que comme le droit lui-même qui se mettait en marche, son bras armé en quelque sorte. Seulement voilà, cette idée, aussi belle soit-elle sur le papier, a fini par montrer ses limites. La pensée juridique moderne a commencé à y voir de sérieuses failles. Premier problème, pour un seul et même droit, par exemple le droit de propriété, la loi propose souvent tout un arsenal d'actions différentes pour le protéger. Si le droit et l'action étaient la même chose, comment expliquer cette pluralité? Ça ne colle pas. Deuxième argument, et celui-ci est vraiment parlant, la prescription. Vous savez, ce mécanisme où, après un certain temps, on perd le droit de saisir la justice. L'action est alors prescrite, elle s'éteint. Et pourtant, le droit, lui, peut très bien continuer d'exister. Il devient ce qu'on appelle une obligation naturelle. On ne peut plus le faire valoir, mais il n'a pas disparu pour autant. Preuve que l'action et le droit sont bien deux choses distinctes. Et encore plus fort, il y a des cas où une action en justice peut être lancée sans qu'il y ait un droit individuel, un droit subjectif à défendre. C'est le cas par exemple quand des associations agissent pour défendre l'intérêt général. L'action existe, mais le droit de départ est collectif, diffus. Finalement, tout ça nous amène à la définition moderne, celle de l'article 30 du Code de procédure civile, qui met les choses au clair. L'action, ce n'est pas le droit qu'on défend, c'est le droit d'être entendu par un juge qui lui dira si la prétention est bien ou mal fondée. La séparation est donc officielle. Bon, maintenant que cette distinction est bien établie, voyons un peu comment les juristes se sont écharpés pour définir la véritable nature de cette fameuse action en justice. Pour simplifier, on peut voir l'évolution de la pensée en trois grandes étapes. On part de la théorie classique, où l'action est collée au droit. Puis on arrive à l'idée d'un droit autonome, avec Motulski, et enfin à celle d'une prérogative accordée par la loi, avec Visiose. Alors, les deux théories modernes qui s'opposent, ce sont surtout celles de Motulski et de Visiose. Pour Motulski, l'action est un véritable droit autonome qu'on exerce contre le juge. On a le droit d'exiger de lui qu'il nous donne une décision. Pour Visiose, la perspective est un peu différente. Pour lui, l'action n'est pas un droit contre quelqu'un, mais plutôt un pouvoir, une faculté que l'État nous donne. C'est la clé qui permet d'ouvrir la porte du tribunal, tout simplement. Ok, à cette théorie pour l'instant, voyons maintenant les choses de manière très pratique. Quelles sont les caractéristiques de l'action en justice? Il y a deux grands principes à retenir. Premièrement, l'action est facultative. Personne ne peut obliger quelqu'un à faire un procès. C'est un choix personnel. Deuxièmement, elle est en principe gratuite. Bon, en principe seulement, car dans la réalité, il y a souvent pas mal de frais annexes à prévoir. Mais attention, cette liberté d'agir en justice, ce n'est pas une porte ouverte à n'importe quoi. Le système a prévu des garde-fous et des sanctions assez lourdes pour ceux qui seraient tentés d'abuser de ce droit, soit par méchanceté, soit juste pour faire traîner les choses. Et les conséquences financières peuvent faire très mal. Un juge peut infliger une amende civile qui peut monter jusqu'à 10 000 € pour une procédure jugée abusive. C'est sans compter les dommages et intérêts qu'on pourrait avoir à verser à la partie adverse. Ça fait réfléchir? Pour finir, regardons rapidement comment le droit essaie de mettre un peu d'ordre dans tout ça en classant les actions en différentes catégories. Le plus souvent, le critère, c'est la nature du droit qu'on cherche à protéger. La distinction principale, la plus importante, c'est celle entre trois types d'actions. Il y a l'action réelle, quand on défend un droit sur une chose, un bien. Il y a l'action personnelle, quand on défend un droit contre une personne, typiquement une créance. Et enfin, il y a l'action mixte, qui, comme son nom l'indique, mélange un peu les deux. Et dans la pratique, on combine souvent cette classification avec une autre, celle qui fait la différence entre les biens mobiliers et les biens immobiliers. Au final, ça nous donne 4 grandes familles. Et de très loin, les plus fréquentes, ce sont les actions personnelles mobilières, une simple demande de paiement par exemple, et les actions réelles immobilières, comme la revendication d'une maison ou d'un terrain. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le plus important, c'est de voir que séparer le droit de l'action, ce n'est pas juste un jeu de mots pour juristes. Non, ça révèle quelque chose de bien plus profond. L'action en justice, c'est un pouvoir. Un pouvoir que l'État délègue à chaque citoyen.
Et ça nous force à nous interroger sur la nature même de notre relation avec l'État et avec l'institution judiciaire.